commencé à avoir quelques expériences, j'ai compris que pour pouvoir évoluer au sein de cet environnement, il fallait être un. Moi, aujourd'hui, c'est pas dans mes valeurs. Si on voit qu'on n'arrive pas trop dans la voie classique, essayer de se créer soi-même son propre opportunité, j'ai envie de dire. Les gens qui mettaient des annonces de jouets d'enfants à des prix au-delà de 10 000 euros. Se tourner vers le monde entrepreneuriat, c'est prendre des risques et les assumer. Audio Jungle. Salut à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre série consacrée à l'achat-revente sur Vinted. Je suis Quentin, alternant marketing et communication au sein de Le Mini Dépôt. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Maxime, le fondateur de Le Mini Dépôt. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui concerne beaucoup de jeunes actuellement, à savoir, d'une part se lancer dans l'entrepreneuriat et d'autre part trouver une alternance. Salut Maxime, comment vas-tu? Super, et toi? Ça va nickel, merci. Si aujourd'hui on est réunis autour de cette table tous les deux, c'est parce qu'on a vu dans notre entourage assez proche beaucoup de jeunes qui galèrent à soit lancer leur business ou soit trouver une alternance. Et au vu de nos parcours respectifs, je pense que c'est intéressant qu'on en discute aujourd'hui pour pouvoir montrer aux gens comment on a pu transformer nos échecs en opportunités. En effet, c'est deux thèmes qui sont intéressants et qui, en plus, avec les réseaux sociaux, ont été démultipliés. Aujourd'hui, faire du business, faire de l'argent, c'est un des moteurs aujourd'hui de notre jeunesse, de la nouvelle génération. Concernant la partie des alternants, pareil, eux aussi sont touchés parce qu'ils souhaitent faire de l'argent. Pour eux, quelle est leur problématique? Il y en a beaucoup qui ont du mal à trouver une alternance. Alors, est-ce que ça provient d'eux, de leur recherche, de leur profil? Est-ce que ça provient aussi des entreprises ou bien des marketplaces qui mettent en relation à la fois les alternants et à la fois les entreprises? Ou est-ce que tout simplement, c'est pas au final le marché du travail qui est saturé? Bon, dans tous les cas, on reviendra discuter un de ces sujets-là un petit peu plus tard. Là, ce que je te propose au début, c'est de nous expliquer un petit peu ton parcours scolaire et professionnel. Moi, je suis issu d'une filière scientifique avec un parcours traditionnel, licence maths informatique. J'étais destiné à être tourné vers le monde du salariat. J'ai commencé par de l'intérim, j'ai poursuivi avec des CDD. L'objectif principal, initialement, c'était d'avoir un CDI pour pouvoir me projeter dans mes projets personnels. Quand j'ai commencé à avoir quelques expériences, j'ai compris que pour pouvoir évoluer au sein de cette atmosphère, de cet environnement, il fallait être un suceur. Moi, aujourd'hui, c'est pas dans mes valeurs. Donc, très vite, j'avais mis en parallèle de mes études une activité qui était l'achat-revente sur Vinted. Et c'est là que j'ai réalisé il y avait la possibilité de créer un business derrière. Et ça m'a permis de me lancer dans le monde entrepreneurial. Quand tu t'es lancé au début, comment tu as réussi à gérer tes doutes? Au début, j'avais pas forcément beaucoup de doutes parce que je faisais des études. Et c'était en parallèle, c'était en complément, c'est-à-dire ça permettait de payer des cours, ça permettait de payer l'électricité. C'était assez condensé et qui demandait très peu d'efforts. C'est venu comment? C'est venu parce que moi, à ce moment-là, j'avais une ex. C'est venu par hasard, l'opportunité Vinted. J'ai pas dit, OK, un jour, il faut que je commence l'achat-revente Vinted. Non. Dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Je l'ai saisie. Elle a commencé à mettre des vêtements qui étaient dans mon placard sur Vinted. J'ai vu mon portefeuille. En moins d'un mois, qui a pris des sommes assez importantes, je me suis dit là, Il y a quelque chose à faire. il y a quelque chose à faire. Il y a la possibilité de saisir cette opportunité. Et toi, du coup, tu as suivi Vinted dans ses débuts parce qu'ils sont en plein temps en 2019 ou est-ce que tu as pris le train en cours? Vinted, je l'ai prise en main et je l'ai vu grandir à partir du moment où elle avait proposé les frais de port à 1 euro. Puis j'ai vu pas mal d'arnaques avec TikTok, pas mal de gens balancer entre jeunes comment se faire un peu d'argent via le système de Vinted, notamment avec l'installation des lockers, le réseau de trafic d'enfants. Ah ouais, il y avait un réseau de trafic d'enfants sur Vinted? Alors aujourd'hui, prouvé, est-ce que c'est prouvé? Je pourrais pas te dire que oui, mais en tout cas, il y a eu pas mal de journaux qui en ont parlé, qui en ont fait des publications. Il y avait des gens qui mettaient des annonces de jouets d'enfants à des prix au-delà de 10 000 euros. Tu te demandes avec des annonces vraiment cheloues. Je pense qu'on peut même retrouver aujourd'hui des publications de journaux qui sont parues, je crois qu'en 2023. Est-ce qu'au début, tes proches t'ont soutenu dès le départ ou est-ce qu'ils étaient plutôt contre l'idée de lancer ce business-là? Comme je l'ai dit à la base, moi j'étais destiné pour un parcours assez traditionnel. Donc forcément, les proches s'attendent à ce qu'on fasse le parcours logique, études, CDI, acheter une maison. Moi, ça a été différent. Aujourd'hui, je suis dans le monde d'entrepreneuriat. C'est compliqué pour être solvable, pour réaliser certains projets. Donc au début, il y avait aussi pas forcément une forme de confiance, mais on va dire des peurs, des risques, parce qu'aujourd'hui, se tourner vers le monde entrepreneuriat, c'est prendre des risques et les assumer. Mais après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, tu parles un peu d'un schéma qui est un peu dépassé parce que quand même, quand on regarde dans les années actuelles, c'est vrai que c'est plus facile d'accepter quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat plutôt que
qu'il y a 10 années auparavant. Les parents ont, ok, ils ont du mal un petit peu au début, forcément, mais c'est surtout de la peur. Et une fois que la peur est dépassée et qu'ils voient que tu commences à gagner un petit peu de sous, bah après, ils ont plus tendance à te faire confiance quand même. Il y a un changement qui arrive là avec les nouvelles années, les nouvelles générations, et aussi l'émergence avec les réseaux sociaux qui permet une communication accentuée du monde entrepreneurial. Mais aujourd'hui, si toi tu veux acheter quelque chose, au niveau de solvabilité, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a toujours des freins dans la vie, et quand tu vas aller voir tes parents, tu vas leur dire, OK, moi j'ai envie de me jeter dans ça. Il va te dire attention parce que toi, tu es dans le monde entrepreneurial, tu raisonnes différemment que ceux qui sont dans la logique du CDI. C'est ça aussi qui fait que ça creuse un écart, les parents ont plus de mal à avoir confiance et des fois ça peut avoir des discours assez compliqués ou des fois ça peut mener à tourner en rond. Après, c'est comme chaque chose, tu as des inconvénients et des avantages. Après, tu sais pourquoi tu t'es lancé, tu sais les risques qui t'incombent, C'est ça. mais après aussi, tu as eu envie de tenter l'aventure, on va dire. Exactement, parce qu'à la base, moi j'étais aussi dans un CDD. Il y avait une possibilité de continuer dans un CDD. J'ai souhaité stopper parce que je me suis rendu compte très vite qu'aussi dans le monde salarial, la sécurité n'est pas à 100%. Il y a toujours un risque. Moi, je suis issu là d'une société qui travaillait dans les plateformes pétrolières, les équipements et dans les innovations technologiques. Aujourd'hui, ils sont limités en PSE. Il y a une centaine de postes en CDI qui ont été supprimés, des intérimaires qui ne travaillent plus du jour au lendemain, des systèmes de RH qui ne fonctionnent façon mathématique. On donne un budget, donc il faut tant de personnes. Est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui, la sécurité? Je ne sais pas. Et du coup, à la fin de ton contrat, qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment te focaliser sur ton business plutôt que de retrouver un emploi? J'avais lancé cette entreprise en 2022-2023 et j'ai vu que j'arrivais à atteindre ma liberté financière. Je l'avais mis de côté pour pouvoir un peu satisfaire aussi mes parents dans le parcours logique qui était d'avoir un CDI, pouvoir aussi me projeter dans mes projets personnels. Très vite, j'ai compris que ça allait mener à rien et comme je l'ai dit avant, faut avoir un certain comportement, faut avoir certaines choses. Moi, je suis pas dans ces valeurs-là et je préfère donner mon temps, donner mon énergie pour moi, être mon propre patron, avoir ma liberté financière, apporter de la plus-value réellement pour aussi notre société. Aujourd'hui, notre société, euh, on est tourné beaucoup aussi vers l'écologie. On est dans une entreprise, le mini dépôt, qui favorise aussi la revente de vêtements, donc on favorise la revente circulaire. Je pense que c'est des causes auxquelles il faut être engagé et il faut les mettre aussi en avant. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu regrettes certains choix ou certains sacrifices, ou est-ce que tu referais tout pareil? Je referai tout pareil. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai fait ces choix-là. Peut-être que je ne serais pas là si je n'avais pas fait ces choix-là. Je pense que chacun aussi a son heure, chacun a son destin, chacun a ses opportunités. Il y a des erreurs qu'on commet, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu forcément beaucoup d'accompagnement. J'ai essayé de faire tout à ma manière, un peu tout seul. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux ou peut-être à refaire différemment, mais ça reste assez minime en termes d'impact par rapport à aujourd'hui, ce que je suis en train de réaliser. Dernière question avant de passer à la suite. Toi, avec ton retour d'expérience, quelle est selon toi la plus grosse erreur à éviter quand on lance son business? D'être trop impatient, parce que c'est là qu'on commet le plus d'erreurs, et ça veut dire aussi peut-être qu'on n'est pas prêt. Si t'es pas prêt, n'y va pas. Donc en fait, tu conseilles aux gens d'avoir la lucidité, de savoir quand lancer son entreprise, où est le bon moment, ou du coup, s'ils n'ont pas forcément l'envie ou le besoin, de ne pas le faire. Exactement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est pas juste un papier qui te dit que tu as une entreprise. C'est des choix, des sacrifices, des responsabilités, il va falloir assumer. Ça demande aussi des finances, ça demande de l'énergie, du temps. Ça demande aussi peut-être, il y a des soirs que tu vas pas sortir, il y a des soirs peut-être que tu vas pas faire de repas de famille, parce que tu as une réunion ou des aléas à gérer dans ton business. Ok. Et ça, aujourd'hui, il faut le prendre en compte, il faut aussi en avoir conscience pour derrière voir sur du long terme et pas que sur du court terme. Toi, aujourd'hui, explique-nous un peu ta situation. Tu es alternant? Ouais, c'est exact. Alors moi, au niveau de ma situation, j'ai commencé aussi par un bac scientifique. J'ai eu un peu le même parcours que toi, c'est-à-dire dans le sens où c'est qu'on a fait tous les deux un bac scientifique. Après, par la suite, j'ai fait aussi une licence maths informatique. C'est vrai que là, j'ai commencé un peu à galérer dans cette licence et du coup, bah,
J'ai redoublé. Et après, ça m'a fait beaucoup cogiter, beaucoup de remises en question. Et à la fin de licence, je me suis dit, ça y est, j'en ai marre des études, il faut que je me lance. Donc, je voulais me lancer, j'ai trouvé un travail, j'ai fait une formation. Et en fait, à la fin de cette formation, bon, voilà, ça n'a pas abouti, malheureusement. Ou peut-être heureusement, parce qu'au final, j'en suis là aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que j'avais beaucoup de frustration, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une alternance et reprendre mes études. Comme ça, je pourrais faire mes études tout en étant payé. Donc, c'est là qu'intervient un peu ma recherche d'alternance. J'avais trouvé mon école à peu près en juin. Et du coup, là, il ne restait plus qu'à trouver l'alternance. À savoir que moi, à l'école, j'étais censé commencer les cours fin septembre. Et du coup, après, j'avais 3 mois pour trouver l'alternance. C'est-à-dire que mi-décembre, en grosso modo, je devais avoir trouvé mon alternance. Sinon, c'était moi qui devais sortir de ma poche les frais de scolarité, ce qui n'était pas envisageable de mon côté. Donc là vient le début de la recherche d'alternance. J'ai commencé à envoyer des dizaines et des dizaines de CV un peu partout, LinkedIn, Indeed. Bon, je voyais que j'avais pas beaucoup de retours ou que de réponses négatives. Quand j'avais des réponses positives, je faisais un entretien ou deux, ça se passait plutôt bien, j'étais un peu confiant. Et en fait, au final, ça se passait pas bien. Et d'ailleurs, juste pour parler de ça, je me souviens, parce que ça, c'est vrai que ça m'a marqué dans ma recherche d'alternance. En fait, je suis allé à un entretien avec une dame du coup pour un poste d'alternant marketing aussi. Et j'arrive dans son bureau, bonjour, voilà, je peux contact, etc. Directement, elle me dit de m'asseoir, elle me sert un verre d'eau. Le verre d'eau, elle s'assoit à la table avec moi, elle me dit, bon, racontez-moi un peu votre parcours. Donc, je commence à lui expliquer un petit peu ce que j'avais fait avant, mes expériences, etc. Et dès que j'ai fini, elle me dit, ok, c'est bon, merci, au revoir. J'avais même pas le temps de finir mon verre d'eau, que c'était déjà fini, quoi, l'entretien. Et du coup, voilà, vraiment beaucoup d'énervement, de frustration. Là, j'étais vraiment un peu à bout à ce moment-là. L'histoire que tu me racontes, j'ai l'impression, j'ai déjà pu l'entendre à gauche, à droite. Est-ce que toi, dans ton cercle d'amis, tu le ressens aussi que c'est pas forcément la première histoire similaire? Est-ce que tu as des collègues qui se retrouvent ou se sont retrouvés dans le même cas que toi? Effectivement, là, je le vois par exemple juste avec l'exemple de ma classe. Bah, là, vu qu'on est après décembre, sur la vingtaine, il y en a un peu moins d'une dizaine qui n'ont pas trop d'alternance. Donc, au final, oui, je le vois surtout dans certains secteurs, comme dont la communication et le marketing. Je trouve que c'est quand même des données qui sont ultra saturées. Et bah, en fait, c'est-à-dire qu'on va être sans postuler pour une même offre. Donc, déjà, pour pouvoir après avoir une réponse positive pour donner suite à la candidature, c'est déjà l'exploit. Donc, après, quand tu arrives à la fin et que vous n'êtes plus que deux et qu'au final, tu es pris, ça relève d'un miracle, quoi. Donc là, si je résume, pour ta recherche d'alternance, ça a été compliqué, pas que pour toi, pour aussi tes camarades de classe. Aujourd'hui, si on devait se demander, est-ce que le problème vient plutôt de la partie de la personne qui va rechercher l'alternance? Est-ce que ça provient de l'entreprise? Est-ce que ça provient aussi de l'école? D'où est-ce que ça peut venir? Le fait de ne pas avoir trouvé une alternance. Bah, je pense que tout dépend des personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans mon cas ou qui se trouvent actuellement dans mon cas. Mais pour moi, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire la société, parce qu'elle donne beaucoup moins d'aide qu'avant, et plus ça va aller, plus ça va diminuer. Et quand tu revois la façon d'entreprise, eux qui fonctionnent, qui raisonnent par rapport au niveau du budget, eux, bah, s'ils ont moins d'aide, ça veut dire qu'ils vont soit devoir consacrer plus de temps à un employé pour former quelqu'un, ce qui veut dire temps égale argent. Donc au final, il va y avoir beaucoup de dépenses pour former quelqu'un qui va pas forcément rester. D'autre part aussi, quand on regarde un petit peu les étudiants, il y en a certains qui arrivent et qui passent un CV à la va-vite, ils font des fautes d'orthographe, etc. Donc, des fois, ça peut être aussi la faute d'étudiants. Mais après, il y en a certains aussi étudiants que je vois qui se donnent à fond, qui testent plein de choses. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Essayer d'être innovant, mettre des QR codes pour un peu faire des vidéos présentations, parce que mettre une image sur une photo, enfin, mettre une vidéo sur une photo, pardon, ça rend la chose plus humanisante. Et du coup, ça va, la personne aussi, leur face, va pouvoir voir comment on s'exprime, notre façon de se comporter. Et ça peut aussi être un atout pour nous, comme nous jouons des faveurs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est, moi, je pense, selon moi, que n'importe quelle information qu'on va mettre dans le CV peut être discriminant pour nous. Si on met le lieu, par exemple, si je veux pas, moi, je cherche un poste à Paris et qu'ils voient que les personnes voient que j'habite je sais pas, à Marseille. Bien sûr que ça, il va pas me prendre parce qu'il va dire c'est trop loin. Pareil pour le permis, s'il n'a pas le permis, bah, il y en a beaucoup pour qui c'est contraignant et c'est un frein direct. Il y en a qui regardent même pas le reste du CV. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est un tout qui fait que beaucoup de gens, à mon avis, à l'heure actuelle, ne trouvent pas la tendance. Aujourd'hui, toi, en tant qu'alternant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui va rechercher une alternance? Bah déjà, d'essayer de faire des CV ultra personnalisés, c'est-à-dire de pas forcément mettre tout dans le CV, parce que le CV, c'est un peu comme une image d'accroche qu'on va envoyer à quelqu'un. Il faut que quand le recruteur, parce qu'il envoie des dizaines et des dizaines de CV par jour, lui, il va aller au plus vite. Donc, il va regarder un CV, la forme du CV, s'il voit que c'est banal, ou qu'il y a trop de trucs et que ça attire pas l'œil, bah hop, à la suite. Donc, déjà, essayer de se démarquer à ce niveau-là. Et s'il peut être un avantage, comme un désavantage, bien sûr. Mais c'est par exemple, au lieu de faire un format paysage, comment dire, un format. Modifier le Ouais, c'est ça, au paysage lieu de le faire dans ce format-là, par exemple, de le faire en portrait, voilà, exactement. portrait ou paysage. Pour que ça se démarque, comme ça, quand le recruteur il va essayer d'empiler le tas, bah, il y a un CV qui est sorti du lot.
plein de choses comme ça, des petits tips, un peu des petits hacks. Bon, après, ça a double tranchant, soit ça passe, soit ça casse, tout dépend du recruteur. Mais d'essayer d'être innovant, de toujours aller de l'avant, d'être force de proposition. Et des fois, si on voit que bah, on n'arrive pas trop dans la voie classique, essayer de se créer soi-même son propre opportunité, j'ai envie de dire. Toi, dans ton parcours de recherche, dans les moments où tu as eu peut-être eu des refus ou des entretiens qui n'ont pas abouti, comment est-ce que tu as su rebondir? Bah, franchement, les premières fois, c'était quand même compliqué parce que on s'en rend pas forcément compte. On se dit, bah, c'est bon, ça va, c'est 10 refus sur 200 candidatures, c'est rien. Mais sauf que quand on voit qu'au bout de 2 mois, on n'a toujours pas eu une réponse positive pour ne serait-ce qu'un simple entretien pour donner suite, c'est vrai que là, on commence à se remettre en question. Moi, j'essaie de faire des portfolios, j'essaie de faire des vidéos, j'essaie de faire du démarchage un peu téléphonique. En allant sur Internet, j'appelais, enfin, plein de méthodes parce que des fois, toutes les annonces ne sont pas postées sur l'Internet. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui ont un poste mais qui ne l'affichent pas sur les réseaux et qui attendent d'eux-mêmes que des gens les appellent pour dire, bah voilà, je cherche une alternance pour montrer la motivation aussi. Donc après, c'est essayer d'être toujours innovant, j'essaie de faire plein de choses. Après, voilà. Aujourd'hui, pour expliquer un peu à nos auditeurs, est-ce que tu pourrais nous dire comment on est arrivé à collaborer ensemble? Tout simplement, moi, à la suite de mon alternance, parce que j'ai toujours dans ma recherche d'alternance, j'arrivais bientôt à la date butoir, c'est-à-dire que ma date butoir, c'était mi-décembre, comme j'ai dit précédemment, et on arrivait à fin novembre. Donc, je savais qu'en 3 semaines, ça allait être compliqué de trouver une alternance. Et du coup, c'est là qu'on a parlé un petit peu. J'ai vu ton envie, toi, de relancer sérieusement ton business. Et c'est pour ça que moi, j'en suis venu à me demander ben, pourquoi pas intégrer ton entreprise pour pouvoir mettre à profit mes compétences théoriques aux compétences pratiques, en sachant d'autant plus que j'ai pu te suivre un peu ton évolution depuis, pas forcément tes débuts, mais depuis un certain moment quand même, ce qui fait que j'ai pu très vite m'adapter. Et là, aujourd'hui, une fois que tu as été dans l'entreprise, tu as fait tes premiers pas, tu as été immergé au sein de l'histoire Le Mini Dépôt, dans l'achat-revente, quelque chose aussi qui était un peu nouveau pour toi. Comment est-ce que tu t'es senti par rapport à la contribution que tu pouvais apporter à l'entreprise? Au début, c'est un peu compliqué parce que déjà, il faut se mettre à jour, mettre certaines compétences, se former sur certains outils. Et moi, la chose qui m'a la plus marqué, c'est, je me souviens, la première semaine, quand je suis arrivé, on était là, on a passé une semaine à tout revoir, faire un brainstorming sur le mur de la chambre en mettant des post-it un peu de partout pour mettre en place les idées et pas se perdre aussi dans certaines idées, pour qu'on avance clairement et qu'on dise clairement les choses. Ce qui fait aussi qu'on a pu directement se mettre tout de suite sur la même longueur d'onde. C'est vrai qu'on a pas mal remis à plat tout ce qui était tâches, missions, objectifs dès ton arrivée. Ça nous a permis d'éclaircir à la fois sur le court terme, le moyen terme et le long terme, qu'est-ce qu'on voulait faire, de définir un ordre de priorité en termes d'action et d'avoir aussi une discussion sur certains thèmes, des choses auxquelles on a besoin d'avoir une vision, la tienne, la mienne, pour permettre d'accorder la vision de l'entreprise. Après avoir intégré un projet jeune comme le Mini Dépôt, est-ce que pour toi, dans ton mindset, tu as senti un changement, notamment sur ton avenir professionnel d'ici les 5 prochaines années? Oui, dans tous les cas, ça avait déjà commencé par le fait depuis que j'ai repris les cours là, en master, en parlant beaucoup avec des intervenants qui ont eux-mêmes leur propre entreprise. Il y en a un qui m'a donné un conseil, c'était investis sur toi-même. Et ça remet en cause beaucoup de choses en moi. C'est-à-dire qu'avant, je sortais en bois, je prenais 2, 3 verres, ça avait de prendre des bouteilles avec des amis. Mais au final, je regrettais un peu le lendemain. Je me disais, putain, j'ai niqué beaucoup de sous hier, j'aurais pu me dépenser beaucoup moins. Je me dis maintenant, bah, je suis plus heureux maintenant en investissant ces sous-là sur moi, plutôt que dans des dépenses de banalité, comme Uber Eats, comme plein de choses. Et dans tous les cas, oui, dans 5 ans, je me vois très bien être chef d'entreprise, me développer comme toi, tu vas te développer dans les années et les mois à venir. Tu te vois d'ici 5 ans encadré à ton tour en alternant? Ah, je l'espère en tout cas. Ce serait top. Mais ouais, ça sent pas mon frère. C'est déjà la fin de ce premier podcast. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé ce type de format. Dites-nous en commentaire quel est le moment de la vidéo qui vous a le plus inspiré. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao!